footballeur qui marque des buts, c'est toujours une vedette. Imaginez à l'heure actuelle, dans un centre comme ça, dans le Real ou dans n'importe quoi, il marquerait peut-être 150 buts par saison. C'est un joueur à la vie, à la trajectoire absolument unique. De son arrivée kidnappé par des journalistes du Provençal et du Soir à Marseille, à sa fin, en effet, à cette déchéance terrible, il y a une vingtaine d'années d'une vie folle. Il faut quand même dire merci à Gunnar Andersson parce qu'il a porté l'OM dans les années 50. C'était une équipe très moyenne, même s'il y avait à l'intérieur Roger Scotti, qui a été très longtemps celui qui a le plus joué de matchs pour le club. Il y avait évidemment par éclipse Larbi Ben Barek, qui a été une légende absolue du foot, mais pour le reste c'était une équipe, on va dire, de milieu de tableau, et Gunnar Andersson a réussi à marquer près de 200 buts en 8 ans, alors qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe, il n'y avait pas de Coupe de la Ligue, il y avait juste le championnat à 18 clubs et quelques tours de Coupe de France, mais ça allait très vite. Donc c'est un joueur qui a marqué par son style, peu orthodoxe mais diablement efficace, par sa personnalité à la fois discrète, drôle, fragile aussi, parce que ça lui a coûté sans doute sa vie. Et puis c'est aussi quelqu'un qui, je pense, reste irrémédiablement attaché au destin de ce club. Et pour tout ça, Gunnar Andersson, je trouve, pour sa vie faite de montagne russe, ressemble totalement en fait à l'histoire de l'Olympique de Marseille. Quand on regarde les statistiques, Gunnar est le meilleur buteur de l'histoire de l'OM. Je pense qu'à moins que le football évolue encore dans un autre sens, il le restera peut-être pendant encore très longtemps. Mais en fait, voilà, je m'apercevais qu'il n'y avait rien, il y avait seulement des on-dit. Ah oui, il a bu 10 pastis à une mi-temps avant de marquer un triplé, avant tout ça. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on n'arrive pas véritablement à vérifier, qui entretiennent une légende, qui est quasiment un mythe. Et en fait, il y a des choses quand même assez factuelles, on va dire, qu'on arrivait à retracer. Donc l'idée, c'était aussi de le démystifier et de le rendre un petit peu plus humain. En fait, il part de l'OM en 1958, il est déjà blessé, à la fois physiquement, c'est un joueur qui était assez fragile, mine de rien, qui a reçu pas mal de coups, hein. Il était avant-centre à l'époque, et les défenseurs, il n'y avait pas la VAR, il n'y avait pas les cartons, c'était très compliqué pour les attaquants, il prenait énormément de coups. Donc il avait un corps traumatisé, il avait un mental aussi qui était à la fois fragile et je pense assez friable à la fois sportivement et humainement. Et petit à petit, il s'est rendu compte en quittant Marseille, en quittant la gloire de l'OM, même si c'était difficile parfois avec le public qui ne lui pardonnait rien, mais qui le soutenait malgré tout. Quand il est parti de Marseille pour aller à Bordeaux, puis à Aix-en-Provence, puis après des piges totalement improbables, notamment en Algérie ou en Suède, il s'est rendu compte que c'était terminé. Et je pense qu'il avait vécu dans la lumière, c'était très difficile pour lui, après avoir connu ça, lui le petit maçon, le petit électricien plombier suédois, de repartir dans cette ombre-là. Et je pense que ça, plus la découverte du pastis à Marseille, lui qui appelait ça un peu le petit lait au début, parce qu'il ne buvait que du lait quand il est arrivé à Marseille, la découverte du pastis plus tous ses états d'âme, je pense que ça a contribué à sa chute, le fait d'avoir 2 foyers, un en Suède, un en France, puis d'avoir connu une 3e femme sur la fin de ses jours. Voilà. C'est quelqu'un qui a mal vécu son après-carrière et c'est quelqu'un qui aurait mérité, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'on le suive, parce qu'à l'époque on ne suivait pas les grands sportifs qui s'arrêtaient, soit on devenait représentant d'une marque de sport, soit on ouvrait une boutique ou un bar, soit alors on s'arrête tout simplement et on passait à autre chose. Mais quoi derrière? C'était une vraie petite mort et pour lui ça a été la mort tout court. Mais c'est véritablement ces petites choses-là en fait qui font que ça a été peut-être une relation trop compliquée, peut-être même une relation manquée, on va dire, de l'après-carrière de Gunnar Andersson, entre Gunnar Andersson et Marseille. Peut-être qu'il s'attendait à beaucoup plus de Marseille, peut-être que les Marseillais n'avaient pas pu s'offrir, ou alors peut-être qu'ils n'ont pas su comment l'offrir.